La campagne électorale bat son plein en Gambie. Les élections législatives sont prévues dans 2 jours. Attaque de Yemdi au Burkina Faso. Le procès des éléments ex-RSP se poursuit. Aux États-Unis, Donald Trump fait don de ses premiers salaires aux parcs nationaux. C'était une promesse de campagne. À 3 jours des élections législatives en Gambie, la campagne électorale bat son plein. Selon la commission électorale, un peu plus de 886 000 électeurs sur près de 2 millions d'habitants doivent choisir leurs députés parmi 239 candidats. Et les prétendants sont issus de 9 partis politiques ou de listes indépendantes. Je veux que le gouvernement s'occupe des taxes pour qu'il les baisse et que davantage d'investisseurs puissent venir. Les choses peuvent vraiment changer parce que même politiquement, les gens sont plus libres de faire campagne. Nous avons beaucoup de candidats indépendants et beaucoup d'options de vote. Ces législatives, premières élections depuis la chute de Yahya Jammeh, suscitent l'espoir d'un réel changement au sein de l'Assemblée nationale auparavant perçue comme une simple chambre d'enregistrement. Attendu de longue date, les premières municipales post-révolution en Tunisie auront lieu le dernier mois de l'année en cours, le 17 décembre 2017. Symboliquement, elles coïncideront ainsi, ces élections, avec le 7e anniversaire de l'immolation par le feu du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, point de départ du soulèvement contre la dictature de Zine el-Abidine Ben Ali. À en croire le président de l'instance électorale ISI, ces élections concernent en tout 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Nous avons déjà 5 380 000 inscrits. Il faut tout simplement la mise à jour de ce registre, voir les nouveaux électeurs, parce que nous savons que 170 000 jeunes atteignent chaque année les 18 ans, donc ils ont la capacité électorale. Nous avons à peu près 8 millions de citoyens qui constituent le corps électoral. Le taux de participation sera l'un des enjeux de ces élections dans un pays où la jeunesse, à l'origine de la révolution, exprime régulièrement son ras-le-bol persistant envers le chômage et la misère, principalement dans les régions défavorisées de l'intérieur du pays. Nouvel attentat suicide au Cameroun. 2 femmes kamikazes présumées membres de la secte islamiste Boko Haram ont trouvé la mort dans la matinée de ce lundi dans la localité camerounaise de Moura après avoir activé leur charge explosive dans un lieu communément appelé derrière le lycée. Mais elles n'ont fait aucune victime. Selon des sources sécuritaires, les 2 femmes avaient été repérées par un comité de vigilance local qui a donné l'alerte, permettant ainsi de déjouer un nouvel attentat dans cette région de l'extrême nord camerounais. En effet, c'est la 2e fois que la ville de Moura est touchée par une attaque de ce genre, et cette nouvelle attaque intervient au moment où Boko Haram est depuis quelques mois réduit à des agressions isolées et parfois à poser des mines à sous-munitions sur les voies empruntées par l'armée camerounaise. L'ONG Amnesty International a dans un rapport publié en février dernier révélé que Boko Haram a tué 260 civils en 150 attaques en 2016, essentiellement dans des localités de l'extrême nord. Pour protester contre le blocage du dialogue politique depuis l'accord du 31 décembre, le rassemblement de l'opposition a lancé un appel à la grève générale. Mais alors qu'il était ignoré à Kisangani et à Mbandaka, cet appel considéré comme un test de l'opposition après la mort d'Étienne Tshisekedi a été largement suivi ce lundi dans la capitale Kinshasa et dans les villes de Lubumbashi, Goma, Mbuji-Mayi, Kananga. Cette journée doit également servir à exiger du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016, l'application de l'accord de cogestion du pays.
En effet, l'accord du 31 décembre prévoit le maintien au pouvoir de Joseph Kabila jusqu'à l'entrée en fonction d'un successeur devant être élu lors d'une présidentielle censée avoir lieu fin 2017. Il prévoit aussi la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre issu de l'opposition. Mais 3 mois après, ce nouveau gouvernement n'est pas encore constitué, alors que le climat politique se tend de jour en jour. Et pour sortir le pays de la crise née de son maintien au pouvoir, le président Joseph Kabila a engagé ce lundi et pour 2 jours des consultations de la classe politique. Il s'adressera ensuite à la nation. Au Burkina Faso, ouvert le 28 mars dernier, le procès de l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi par les soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle se poursuit. Après la version samedi du sergent-chef Ali Sanou, présenté comme le cerveau de l'opération, ce dernier a même reconnu les faits, mais affirme avoir agi seul dans le but de libérer les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé contre qui le colonel Zida préparait un projet d'assassinat. Pendant 5 heures, à la barre, Ali Sanou s'est expliqué sur les chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Sur les faits de désertion, il reconnaît avoir déserté les rangs de l'armée, mais pas en temps de paix selon lui, car, dit-il, ma vie était menacée. Il s'est donc réfugié en Côte d'Ivoire en passant par le Ghana. En ce qui concerne le complot militaire, le sergent-chef Ali Sanou précise que l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi n'a pas été planifiée en Côte d'Ivoire avec ses collègues ex-RSP, comme l'a fait remarquer le parquet. Ça a été organisé et planifié par moi-même, dit-il. C'est à quelques heures de l'opération que ces éléments au nombre de 12 ont été mis au courant. Si un sergent-chef dit qu'il ne peut pas faire ce que j'ai fait en moins de 30 minutes, c'est qu'il ne méritait pas son galon, a laissé entendre le présumé. À noter que le sergent-chef Ali Sanou est poursuivi pour 5 chefs d'infraction. Complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention illégale d'armes à feu et de munitions, vol aggravé et violence et voies de fait sans incapacité totale de travail. Rappelons que le sergent-chef Ali Sanou, présumé cerveau de l'opération, après avoir pris connaissance des charges contre lui, a demandé à s'incliner devant la mémoire des disparus du putsch, demander pardon à ses co-accusés pour les avoir entraînés dans cette affaire. 22 personnes, dont un civil, sont accusées dans ce dossier dit de l'attaque de la poudrière de Yimdi. Le procès a repris ce lundi à la justice militaire de Ouagadougou avec l'audition des témoins. Les parcs nationaux américains dans les bonnes grâces de Donald Trump. Alors candidat, il avait promis durant la campagne de faire don de son salaire de président des États-Unis à une organisation caritative. C'est à présent fait. Son choix a été porté sur les parcs nationaux. C'est lors d'une annonce savamment mise en scène que son porte-parole, Sean Spicer, a remis au secrétaire à l'intérieur un chèque de 98 333 $, correspondant au premier mois de salaire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président a parlé à un conseiller et a pris la décision de faire don de la totalité de son salaire du premier trimestre à une entité gouvernementale. Il a choisi de faire don ce trimestre aux parcs nationaux. Les parcs nationaux s'occupent de nos parcs depuis 1916 et le président est personnellement fier de contribuer avec son premier trimestre de salaire à la mission importante des parcs nationaux qui est la sécurité nationale. Nous allons dédier le chèque aux infrastructures des champs de bataille de notre pays. Nous en sommes à environ 229 millions de dollars de projets de maintenance remis à plus tard pour nos seuls champs de bataille, nos 25 champs de bataille. Nous sommes ravis de cette aide. La relation entre le président républicain et le National Park Service avait débuté sur des bases houleuses. Au lendemain de la prestation de serment du Maya de l'immobilier, le NPS s'était fait rare excusé pour certains de ses retweets. Suite et fin du second tour de la présidentielle en Équateur, Lénine Moreno s'est déclaré le président de tous lundi. C'était au lendemain de sa victoire contre l'ex-banquier Guillermo Lasso. Ce dernier a dénoncé une fraude dans cette élection. Le candidat de droite a contesté les résultats devant une foule de sympathisants lundi à Quito. No aceptamos
Nous n'acceptons et ne reconnaissons pas les résultats électoraux du Conseil national électoral qui cherche à mettre en place un gouvernement illégitime à partir du 24 mai prochain. À l'occasion de ma deuxième participation comme candidat à la présidence de l'Équateur, je ne peux accepter ces résultats parce qu'ils ne correspondent pas à la volonté populaire. C'est une tentative de fraude pour nous imposer un gouvernement illégitime né de la fraude et qui sera condamné par l'Équateur et par le monde entier. Disant avoir gagné avec une marge de 4 à 6%, l'ex-banquier a annoncé qu'il allait attaquer les résultats dès qu'ils seront officiellement proclamés et demander un nouveau décompte des votes. L'ancien vice-président, qui a remercié de tout cœur un Rafael Correa debout à son côté et visiblement ému, a obtenu 51,16% des voix contre 48,84% à son adversaire de droite sur 99,29% des suffrages, selon le Conseil national électoral. La ville de Mocoa, en Colombie, n'est plus que dévastation et douleur et l'espoir de retrouver des survivants de la catastrophe s'amenuise. 3 jours après la coulée de boue meurtrière, commence la mise en terre. Le pays enterre ce mardi des dizaines de victimes parmi les 273 personnes tuées. La tristesse est immense pour nous qui sommes restés. Grâce à Dieu, nous sommes vivants parce que nous vivons au bord de la rivière et Dieu a envoyé la rivière de l'autre côté. Si ce n'était pas le cas, nous aurions été emportés aussi. Ils étaient très unis tous les trois. Ils s'aimaient. Il adorait sa fille. Il disait qu'elle incarnait la vie. Et sa femme, il l'aimait si fort et ils continueront à l'aimer. Ils sont morts ensemble, tous les trois dans leur lit. C'est comme ça qu'on les a retrouvés ensemble et c'est ensemble qu'ils seront enterrés. Les enterrements s'enchaînent au cimetière Normandie. Des hommes s'affairaient à creuser des tombes. Les survivants du torrent de boue et de pierre qui a déferlé sur la ville après le débordement de 3 rivières se pressent à l'hôpital et au cimetière, quête de leurs proches. Afin d'éviter des épidémies, le gouvernement a lancé une campagne de prévention et de vaccination. Il a distribué des kits de produits alimentaires et d'hygiène. Les sinistrés ont accès à une assistance psychologique. Une base de données a été ouverte pour recenser les personnes disparues qui sont au nombre de 220 selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. Le président Santos a décrété la situation d'urgence économique, sociale et écologique.